Bonjour à tous, nous allons donc commencer en fait la deuxième discussion sans attendre sur la thématique de remettre la jeunesse au cœur de l'Europe. Donc j'aimerais en fait appeler autour de moi différents intervenants. Lionel Bayer, qui est donc réalisateur et cinéaste suisse. Lionel, si tu veux bien en fait te joindre à nous. J'appellerai également Elisabeth Guigou. Je change de micro. Elisabeth Guigou, donc présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, ancienne ministre, je vous en prie. J'appelle également Johanna Niemann, qui est la présidente du Forum européen de la jeunesse. Johanna qui s'exprimera en anglais, si tu veux bien t'installer ici, puisque Et enfin, j'appelle donc Nicolas Petit, qui est le directeur général de Microsoft France. Et enfin, Cédric Villani, mathématicien, Medal Fields 2010, pour pouvoir lancer ce débat. Est-ce que je pourrais vous demander, mesdames et messieurs, de bien vouloir prendre place, vous installer, afin que l'on puisse démarrer cette table ronde dans des conditions optimales d'écoute et de participation. Alors, remettre la jeunesse au cœur de l'Europe. On l'a vu, c'est une des thématiques fondamentales et centrales des questions en fait qui nous occupent aujourd'hui. On a vu que l'appel du 9 mai avait notamment une disposition spécifique sur le rôle de la jeunesse et sur finalement le principe fondamental qui est de se dire cette Europe, si on la construit pour aujourd'hui, mais on la construit aussi pour demain. Et l'avenir de l'Europe, elle est aussi en fait chez les jeunes. La deuxième question en fait qui se pose, c'est le rapport difficile et délicat que peuvent avoir les jeunes avec l'Europe, mais aussi avec la politique en général. Et je voudrais juste en fait commencer cette toute petite introduction pour revenir très rapidement sur le Brexit et ce qu'on a appelé en fait ce clash des générations entre des jeunes qui se sont majoritairement prononcés pour un Remain et des personnes de plus de 65 ans qui ont voté en majorité pour un Brexit, pour une sortie de l'Union européenne, du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce qui est intéressant en fait, c'est que ça a créé chez beaucoup de jeunes une frustration très forte, avec un sentiment de s'être fait trahir par une décision qui leur a échappé. Le paradoxe a été le suivant, c'est que sur le thème de participation, 64% des jeunes britanniques se sont déplacés pour aller voter, et non pas 36% comme il avait été dit au préalable. Et il y a eu 90% de participation des électeurs de plus de 65 ans. On voit que le rapport était assez différent et que la masse a joué en faveur des plus de 65 ans. L'autre statistique intéressante, alors après on parle de statistiques, on pourra toujours en fait revenir dessus et les contester, c'est que 75% des jeunes de 18 à 24 ans se sont exprimés pour le Remain, et que 61% des citoyens de plus de 65 ans se sont exprimés pour un Brexit. Ce qui pose en fait une question fondamentale, une question générationnelle sur comment est-ce qu'on peut arriver en fait à mobiliser des jeunes autour d'un sujet politique européen? Comment est-ce qu'on peut arriver à réconcilier les jeunes par rapport aux institutions européennes? Car on est en fait ici dans un cadre d'un double paradoxe. Un paradoxe qui dit, comme Aurélie l'avait énoncé au début, qu'il y a un sentiment pro-européen assez généralement partagé chez la majorité de la population et en particulier chez les jeunes. Mais ce sentiment pro-européen, en revanche, s'accompagne aussi d'un sentiment de grande méfiance à l'égard des institutions européennes, mais aussi des institutions nationales, un sentiment de défiance aussi par rapport au mode de participation politique traditionnel. Sylvie Goulard en fait en avait parlé également. Aujourd'hui, il est difficile quand même d'imaginer que le vote reste le moyen d'expression spontané et favori de cette nouvelle génération. Donc on a ici un paradoxe. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir comment arriver à réconcilier les jeunes avec le projet politique européen, comment arriver à mobiliser ou remobiliser des jeunes qui se disent, qui se sentent pro-européens, mais qui ne se reconnaissent pas dans cette Europe telle qu'ils la voient en fait se construire, et surtout en fait poser la question de quel est un nouveau récit, doit-on inventer aujourd'hui un nouveau récit pour s'adresser aux jeunes, pour arriver en fait à les convaincre de se rapprocher du projet politique européen.
pour en débattre. Donc nous avons un panel assez large et assez intéressant puisqu'il il est aussi international. Donc quelques mots rapidement. Donc moi je suis Alexandre Ly, je suis le directeur et le cofondateur du média participatif européen Café Babel, un média européen jeune qui a été créé une quinzaine d'années. On est au cœur en fait de la problématique de la génération Erasmus et nous avons en fait autour de nous donc un panel, je vous disais en fait très divers, notamment avec et je donnerai la parole en fait, je vais vous présenter en fait les gens par ordre d'apparition. Johanna Niemann qui nous vient donc qui est finlandaise, qui s'exprimera, je vous le préviens tout de suite, en anglais, mais qui dispose d'une traduction simultanée par chuchotement, donc elle comprend tout ce que vous dites, mais elle s'exprimera en anglais. Donc Johanna est présidente du Forum européen de la jeunesse, une organisation internationale de jeunesse basée à Bruxelles, et qui représente 102 organisations de jeunesse. Je passerai ensuite la parole à Lionel Bayer, qui est donc cinéaste, réalisateur suisse, donc qui nous vient en fait de Suisse et qui a été un des signataires également de l'appel du 9 mai. Oh pardon, excuse-moi, je suis désolé, toutes mes excuses. Troisième intervention, ce sera Madame Elisabeth Guigou, donc je vous l'avais déjà en fait présentée, présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, également encore, je pense, présidente de la fondation Europartenaire, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas? Voilà. Oui, oui, bien sûr. Donc, personnalité européenne impliquée aussi dans les questions européennes de longue date. Également Cédric Villani, à ma gauche, mathématicien français, médaille Fields 2010, qui nous parlera plus de thématiques liées à l'éducation. Et enfin, on terminera par Nicolas Petit, désolé pour cette confusion, qui est le directeur général de Microsoft France. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais commencer en fait par poser une question à Johanna. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui, can we say that young people today really want more Europe? Do they really feel European? And how do you feel about that? Well, thank you very much. If I talk too fast, thank you very much. If I talk too fast, then make a sign, and I will talk slower. I will get back to your question, but I want to start with 2 points. And the first one is, oh yes, we hear about the fact that we are the future, but today we're also the present. We are 20% of the European Union's population, and we are largely ignored in a lot of the policy making. Yes, indeed, a lot of people talk about us, and it's amazing to mention young people in speeches, but when we see where the money is going, where we see where the political priorities lie, we are largely ignored. Because one example is where we have seen the recent austerity measures all across Europe the last, well, almost 10 years now. And because of them, young people are now the group in society that is having the highest risk of being marginalized and falling into poverty. And I think that is in the core of the question of young people and Europe. What kind of Europe are we building for us at the moment? How are we taking into account the rights and the possibilities of our generation? Currently, we're having 18.8% of young people in the EU who are unemployed. That is unacceptable. Only 29% of young people participated in the European Parliament elections 2014. More and more young people are excluded from quality education, do not have access to healthcare, and do not feel a part of society. That is the question. How can we make sure that all Europeans, including our generation, have access to social and economic rights? And that is the question of the future of Europe, not how we communicate from the institutions, not creating new narratives in terms of how to package the story of Europe, and not trying to have celebrities talk positively about Europe. It's about what Europe really delivers to our generation. And unfortunately, this far, it's not a very beautiful story. 50% of young Europeans are doing internships. Huge percent of them are unpaid and with any kind of good working conditions. This is unacceptable, and this is something that the European Union is agreeing with at the moment. There was an initiative in the Council 1.5 years ago to try to establish a minimum standard of quality internships, and it was absolutely watered down. What we had in the end was some kind of guidelines that nobody has to follow. And this is the responsibility of our union, to make sure that all citizens, including our generation, have access to our rights. So this is the starting point where we are.
You mentioned a paradox. And yes, in a way it's a paradox, because still we are the most Europe-positive generation we have seen this far. And we are the most mobile generation. So we have a huge problem, but we also have a huge possibility, and that is our generation. And from the European Youth Forum side, we're working a lot with youth participation. So how to make more young people empowered, how more young people can vote in elections, but also take part in other democratic processes. And we've been researching, why do young people not vote? And we had different hypotheses. So one is that they don't have the information, two is that they distrust, and so on. But what we really found is that young people would participate if politicians, political parties, and institutions actually would talk about the things we are interested in, things that affect our lives. And I think one of the biggest questions right now for our generation is, where can we find a job? Will there be any jobs for us? And the jobs we get, can we actually get the money that we need to have a stable life? And are those jobs that we know that we can plan a life on? And these are the kind of questions that if there would be real initiatives from the European Union coming with this, I think it's also easier for our generation to commit to the project and the idea of Europe. We had a discussion this morning, and I think it's very interesting, but I also think we have to look ourselves in the mirror. We have to make sure that the European project is not a project only for elite people who are well-educated, understand the narrative of Europe and can quote speeches from back in the days, but it's a question of building that equity and adhering to our principles of democracy and human rights that we love to talk about. But when we see the budgets, unfortunately, these kind of principles are not always followed. We just got the decision that, when we talk about youth unemployment, the European Youth Guarantee, which was a big project back in the days, and actually right now it's starting to give us results, and more young people are actually in employment because of the European Youth Guarantee. There was just a decision to slice the funding. So to put it not only in half, but give us a third of the initial funding for the European Youth Guarantee. And this shows that there's a lot of will to talk about us, but in reality, what do we get from this amazing project? And I think that is where we need to start. And how do you think, and what would you recommend to put youth as a priority on the European Union agenda? Yes. What would you do? What would you recommend? Well, what we tried to recommend to our leaders when they met in Bratislava, but this far there hasn't been a lot of replies, was to invest in job creation and create some kind of minimum requirements for quality standards of job, to make sure that we have quality jobs. Secondly, to invest in youth organizations and other ways to empower young people, because this far we know that young people we cannot participate just like that. You need to be empowered, you need to get the information, you need to get the strength from somewhere, and the best mechanism is through youth organizations. And the third thing we recommended was to, in relation to mobility, to make sure that we have the possibility, and this is not only about going on one Erasmus, but to really kind of make sure that the borders are open and that we have the possibility to move around. And just as a side comment, this doesn't mean giving an Interrail pass to all of us, because I think this initiative about giving us all an Interrail pass, it's an assault to our generation in a sense, because this is not the way to engage us in Europe. Engaging us in Europe is really about giving us access to our rights. Interrail is really fun, but in the end we know it would be a project for the elite of society that have the money also to pay for hotels and for food on the way, and it's not a way of really engaging our generation in the European project. Thank you. Lionel, sur le rapport en fait des jeunes avec la citoyenneté européenne. Comment est-ce que toi, tu analyses et comment est-ce que tu vois en fait les choses, le rapport en fait qu'entretiennent aujourd'hui les jeunes avec cette idée, cette notion en fait d'Europe? Alors moi j'enseigne à des gens qui ont 20 ans, puisque je suis prof dans une école de cinéma en Suisse qui regroupe beaucoup de citoyennes et de citoyens européens, comme c'est souvent le cas en Suisse. Et je suis frappé évidemment par quelque chose dont, quand on parle des jeunes, dont on n'a pas forcément conscience, c'est que la plupart des gens qui sont dans les écoles maintenant, qui ont 20, 22 ans, 23 ans, ils sont nés après la chute du mur de Berlin. Donc ils ne savent pas ce que c'est qu'en fait une Europe qui est partitionnée. Ils ont leur premier argent de poche en euros.
Quand ils avaient 12-13 ans, ils recevaient des euros. Ils n'ont pas eu des francs, des Deutschmark. Donc il y a beaucoup de choses. Et ils ont eu l'habitude de voyager avec des compagnies low cost, de faire des petits week-ends un peu partout en Europe. Et ça semblait complètement normal de passer le gate pour aller à l'avion sans avoir à présenter son passeport. Donc tout ça leur semble absolument normal. Donc d'une certaine façon, quand j'entends les chiffres, on dit les jeunes sont très européens ou très pro-européens, je ne le pense pas. Je pense qu'ils sont attachés à quelque chose qui est leur liberté individuelle, pouvoir bouger sur le continent. Mais ils n'appellent pas ça forcément l'Europe. En tout cas, ça n'a pas ce nom-là. Il y a un truc de rhétorique qui fait qu'ils sont attachés à l'idée de pouvoir être ensemble, tous ensemble, et ne pas se reconnaître uniquement dans leur pays, mais à quelque chose de supranational. Mais ils n'appellent pas ça forcément l'Europe ou ils ne la nomment pas. Je prépare un film qui se tourne entre Lesbos et Lampedusa, qui parle des migrants, mais vu du côté des fonctionnaires de Frontex. Donc je suis de l'autre côté en fait de la barrière où les jeunes viennent manifester. La plupart du temps, je vois les choses depuis l'autre côté de la frontière, enfin de l'autre côté des barrières, puisqu'ils manifestent contre Frontex et contre l'Union européenne la plupart du temps. Mais en fait, ils sont là ensemble, tous ensemble, sans se poser la question de se dire, mais en fait, ça coule de source pour eux le fait que des Danois, des Français, des Belges prennent un avion pour aller défendre une cause commune à Lampedusa et se sentir investis. En fait, ils ont raison de l'être d'ailleurs, investis par ce qui s'y passe en disant c'est notre histoire qui s'y déroule. Par contre, ils manifestent contre Frontex ou contre l'Union européenne ou contre l'idée de l'Europe en règle générale. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rhétorique, qui est de l'ordre du mot que l'on met en fait sur la chose qu'on est en train de construire. Ce que vous avez dit par rapport aux droits fondamentaux et l'accès aux droits, je pense qu'il est très juste, mais je pense que sur la plupart des personnes qui ne sont pas forcément politisées au niveau européen, cette conscience-là, ils ont même pas idée en fait qu'ils ont des droits européens ou qu'ils peuvent revendiquer des droits européens. Et donc j'ai l'impression que cette idée de roman européen, elle est importante, de narration, pour qu'il y ait du désir. Moi, je me souviens que quand j'avais 20 ans, l'Europe était quelque chose de très désirable, parce que ma famille venait de Pologne, et que du coup, on n'avait pas accès à l'autre partie du continent, et qu'on ne savait pas ce qui s'y passait, et que du coup, la promesse de l'Europe, c'était une promesse forte qui m'a construite en tant que jeune. C'était une idée jeune d'aimer l'Europe dans les années 90. Ça l'est plus du tout aujourd'hui, ou plus forcément en tout cas, ou plus automatiquement, dirons-nous. Mais j'ai l'impression que par contre, ce désir, il se construit. Il se construit à plein de niveaux. Et quand Daniel Cohn-Bendit parlait tout à l'heure du roman national, sur lequel chacun des États aujourd'hui se réfugie, en disant dans le fond quel est le roman de la France, quel est le roman de l'Allemagne, comment est-ce qu'on s'est construit, quels sont les mythes fondateurs qui nous ont amenés. Moi j'opposerais, ou en tout cas je plaiderais pour la construction du roman européen. Parce qu'il est complètement fictionnel, évidemment. Il n'existe pas en tant que tel. Il y a une idée européenne, il y a eu des idées européennes, mais il n'y a pas une idée commune de l'Europe. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'inventer. Parce que je crois beaucoup, alors en tant que réalisateur, à la force de l'imagination, à la force de la fiction. Et si l'Europe est une fiction, c'est une belle fiction, et il faut la poursuivre avec les bons mots. Et j'ai l'impression qu'elle est porteuse de quelque chose qui est important. J'étais très sensible à la question de madame dans la salle tout à l'heure quand vous avez parlé des jeunes en banlieue ou de comment est-ce qu'on peut intégrer en fait pas uniquement une élite de la jeunesse, mais aussi des gens qui n'ont pas forcément accès à des hautes études. Parce que, en fait, dans le fond, aujourd'hui, quand les gens qui vont parler aux jeunes dans les banlieues, ce qu'on appelle les banlieues, mais partout en Europe, hein, pas qu'en France d'ailleurs, partout, on le fait sur l'idée de l'identité. Par exemple, l'identité religieuse, souvent. La grande chance avec l'Europe, c'est qu'elle n'a pas d'identité religieuse propre. On peut pas dire, on peut dire peut-être que la France s'est bâtie sur la chrétienté, mais l'Europe, c'est pas vrai. Je le vois bien, si je vais me promener en Espagne, si je vais dans les pays des Balkans, je vois bien que le rapport à la religion musulmane, il est très important. Je parle même pas de la religion juive qui a façonné une grande partie de l'Europe. Donc c'est une des grandes chances du roman européen à bâtir, c'est qu'il est laïque, profondément laïque. Et je crois qu'il y a une idée de l'Europe très très forte qu'il faut accompagner, qui est celle de la laïcité. Et ce roman à construire, en fait, dans le fond, il est à construire avec toutes les classes de la société, et particulièrement celles sur lesquelles les politiciens nationaux ne vont plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est exactement à cet endroit-là où l'Europe doit aller. On ne doit pas uniquement aller voir les gens qui sont en situation précaire ou dans des zones qu'on dit compliquées, pour leur parler des problèmes qui les concernent immédiatement, pas sans leur faire insulte. En fait, il faut aussi créer une aspiration à quelque chose d'autre. Et je crois que l'Europe, il y a une place pour ça, en fait. Il y a une place pour tenir un discours européen dans les banlieues, parce que justement, c'est se positionner à un endroit où on n'attend pas les politiques. Et je crois que là, il y a quelque chose à raconter sur cette idée du transnational, et surtout du transreligieux. De dire, mais nous, on ne vient pas vous dire la France avec la grande histoire de la France, et il faut que vous soyez français, nos ancêtres les Gaulois. Ça n'existe pas, nos ancêtres les Européens. Mais quelle chance formidable. Quelle chance formidable.
Et par rapport aux langues, ce qui a été dit tout à l'heure, quand on disait dans le fond les programmes français, évidemment que l'éducation joue un grand jeu dans tout ça. Et évidemment, on peut déplorer que les classes européennes en France aient disparu ou que l'allemand recule, par exemple. Mais c'est un niveau beaucoup plus microscopique que ça. Je vous donne l'exemple de la Suisse, pays non aligné en Europe, mais ô combien, du coup, la question européenne est alors vraiment toujours d'actualité, puisque c'est une question quasiment quotidienne dans la politique nationale. La partie germanophone de la Suisse a décidé de ne plus enseigner le français dans les premières classes, mais d'enseigner uniquement l'anglais. Et puis ils apprendront le français plus tard, parce que c'est pas si important que ça, le français. Dans le fond. Et en fait, parce que c'est une minorité, évidemment. On oublie toujours, mais en tant que francophone, nous sommes une minorité en Europe, chers amis français, nous sommes minoritaires. Plein d'autres personnes parlent d'autres langues que le français. Mais ce respect de la minorité, de se battre pour une minorité linguistique, elle est importante parce qu'elle englobe aussi l'idée de la jeunesse. Quand on est jeune, on n'est pas une minorité, vous l'avez dit, mais on est considéré comme tel. Très souvent. On est traité comme une minorité. Donc je trouve que quand vous avez proposé dans votre feuille, la discussion d'aujourd'hui, de se dire quelles sont les propositions qu'on pourrait mener pour pas uniquement être dans le constat, je pense que le travail sur la laïcité et le roman européen, et qu'il passe par l'idée de la minorité comme une force, minorité et laïcité, parce que l'Europe est une minorité dans le monde, et de se dire, de se gargariser de cette idée de minorité en disant c'est une chance, là je pense qu'il y a quelque chose à créer. Merci beaucoup Lionel. On reviendra après sur ces éléments parce qu'il y a des mots qui ont été très intéressants. On est sur les mots de l'Europe. C'est vraiment une thématique sur laquelle il faut qu'on... MOTS, bien sûr, précisons. Je crois qu'il y a véritablement une réflexion à mener en fait autour de comment est-ce que l'on parle d'Europe et quel est ce discours finalement à tenir, un discours politique. Elisabeth Guigou, je vais vous passer la parole. Ce qui m'intéresserait de savoir en fait, c'est vous d'un point de vue plus politique justement. Comment est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ou quelles sont les difficultés que vous avez, enfin vous en tant que politique, pour vous adresser en fait aux jeunes, justement, pour parler d'Europe? Eh bien, figurez-vous que dans mon département d'élection, qui est la Seine-Saint-Denis, et là-bas, on n'aime pas qu'on dise la banlieue. C'est la Seine-Saint-Denis. Il y a Paris à côté, mais c'est la Seine-Saint-Denis. J'ai pas de difficulté à parler de l'Europe. Pourquoi? Parce que je leur parle à tous ces jeunes qui viennent en général de l'autre côté de la Méditerranée, quelquefois très loin de l'Afrique. Je leur dis en quoi nous avons une histoire commune, un passé commun, des liens culturels et humains d'ailleurs irremplaçables, et tout ce qu'on pourrait faire de mieux avec ça. Donc, ce que je crois, c'est que pour réintéresser les jeunes, mais d'ailleurs les jeunes, les moins jeunes, les vieux à l'Europe, il faut parler d'Europe différemment. Il faut essayer de... Comme on ne parle plus que de mécanique, de marchandage, et on a perdu complètement de vue le sens du projet européen. Au XXe siècle, ça allait de soi parce que c'était plus jamais la guerre, à bas les dictatures, il y en avait encore jusqu'au milieu des années 70 quand même, même début des années 80, dans l'ouest de l'Europe, pas seulement à l'est. Et puis on voulait la prospérité retrouvée après les années de destruction de la guerre. Donc ça, c'était même pas la peine de l'expliquer. Et on n'a pas su, au tournant du XXIe siècle, redonner du sens au projet européen. Alors, et pour les jeunes, encore moins. Puisque, comme l'a dit très bien Johanna, il y a quand même 25% de jeunes en moyenne qui sont au chômage. Les autres ont souvent des jobs précaires, même ceux qui sont diplômés. Et en Grèce et en Espagne, c'est 50%. Et donc, là, non seulement il faut apporter, comme on a su le faire au XXe siècle, des réponses concrètes aux problèmes des Européens. Parce qu'au XXe siècle, l'Europe a apporté des réponses concrètes, je viens de le dire. Mais en plus, restituer le sens du projet européen. Et ça veut dire, comme vous l'avez très très bien dit, qu'il faut à la fois se réapproprier l'histoire de l'Europe à travers tout ce qui nous unit et pas tout ce qui nous divise, parce que c'est malheureusement ça qu'on voit tout le temps. Donc, retrouver tout ça. Moi, quand j'enseigne à mes étudiants de Sciences Po depuis 12 ans maintenant en master, je commence par dire... Regardons, même jusqu'à la préhistoire, qu'est-ce qui a uni les Européens? Vous avez parlé de la laïcité. C'est un concept très français qu'on n'arrive même pas à traduire en anglais d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai, en Europe, on a séparé
le religieux et le spirituel et le temporel. Voilà, le religieux, parce que le religieux ne couvre pas tout le spirituel. Alors, je pense, et puis surtout, regardez une perspective. Alors, puisque vous avez demandé des propositions concrètes, bon, moi, je crois qu'il n'y a pas d'objectif, sur le plan du concret, hein, plus important pour les Européens de se donner l'objectif de faire baisser le chômage des jeunes. Voilà. C'est-à-dire de créer des emplois. Vous voyez bien que non seulement ça veut dire qu'il faut essayer de faire repartir quand même un petit peu cette croissance européenne qui est tellement poussive, parce qu'on est quand même menacé par la déflation, quoi. On a beaucoup moins de croissance qu'aux États-Unis. Bon, donc ça, une croissance durable, naturellement. Enfin, la croissance quand même. Deuxièmement, il faut investir massivement dans les emplois d'avenir. Et ça, c'est le numérique et c'est la nouvelle économie. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Parce qu'on sait très bien que cette transition-là, y compris la transition énergétique, ça va détruire des emplois quand même. Or, on fait rien de tout ça. On devrait consacrer des budgets énormes. Alors, on a des sparadraps utiles. Hein. La garantie jeune, moi, je crache pas dessus. En Seine-Saint-Denis, j'ai quelques milliers d'emplois de jeunes sans formation aucune, qui malheureusement sortent encore du système scolaire sans rien, et qui, grâce à la garantie jeune, grâce à des dispositifs, se font mettre le pied à l'étrier. Mais vous voyez bien que c'est pas ça la solution. Donc, investissement massif. Deuxièmement, ce qui est très important, c'est d'arriver à ce que les jeunes Européens puissent, parce que c'est là qu'est le rêve, leur liberté, vous disiez très bien, puissent arriver à aller dans toute l'Europe. Donc il faut, non seulement, et Dany Cohn-Bendit avait bien raison de dire que généraliser Erasmus pour tous les étudiants, Erasmus, on s'en gargarise, on est formidable, de 3 millions d'Européens, c'est 1,5% des étudiants. Et pourquoi? Parce que seuls des étudiants de milieux favorisés peuvent profiter d'Erasmus. Parce qu'une bourse Erasmus à Paris, c'est quoi? 150, 200 euros par mois? Bon. Donc, ce qu'il faut, c'est un investissement massif pour que tous les jeunes puissent avoir des bourses correctes pour pouvoir aller circuler en Europe. Ça veut dire, il avait parfaitement raison, un budget. Voilà. Deuxièmement, on a ce projet d'Erasmus Pro, il y a Erasmus Plus, etc., pour que les jeunes qui ne sont pas étudiants puissent rentrer dans des dispositifs d'apprentissage. Là, on a la chance d'avoir avec l'Allemagne, nous on est très mauvais en France là-dessus, mais l'Allemagne a évidemment une expérience géniale là-dessus. Bon voilà. Et puis, je vais vous dire pour terminer, je pense que les jeunes, non seulement si on leur offre un horizon européen, ils aimeront encore plus l'Europe et des opportunités, mais leur horizon c'est le monde. Et donc, moi je pense vraiment depuis très longtemps que si on veut redonner du sens au projet européen, il faut que notre Europe, d'accord, résolve ses problèmes intérieurs et on en est loin, mais se tourne vers le reste du monde et d'abord vers ses voisins. Ses voisins de l'Est, mais ses voisins du Sud. Vous voyez bien que là, il y a à la fois... Les craintes sont là. L'Europe, c'est un continent de vieux qui se rétrécit, qui a peur de l'extérieur, des réfugiés, des migrants, des terroristes, à juste titre, hein, s'agissant des terroristes. Mais il faut éviter ça. Et comment faire? Eh bien, écoutez, il faut organiser la mobilité. Alors, en dehors de l'association Europartenaires, que je préside depuis 1 an et demi la fondation Annaline pour le dialogue des cultures euro-méditerranéennes. 42 pays, tous de l'Union européenne, plus la Suisse, plus d'autres, et tous les pays du sud de la Méditerranée. On a un programme, et c'est pour ça que je vais vous quitter assez rapidement, qui a financé par le British Council, qui a concerné 90 000 jeunes uniquement dans le sud de la Méditerranée, qui s'appelle Young Arab Voices, jeunes voix arabes. Formation au débat public, relation avec leur environnement immédiat. Bon, là-dedans, on parle de quoi? On parle de la citoyenneté, on parle d'emploi. Eh bien, moi je milite, et j'espère qu'on va le concrétiser à Malte la semaine prochaine, pour que d'abord on élargisse à Young Mediterranean Voices, puisqu'il puisse y avoir des échanges de part et d'autre, et puis que par ailleurs, on crée un Erasmus des associations.
On a une Europe qui se cadenasse derrière ses frontières et il faut contrôler, évidemment. Mais en même temps, il faut organiser des routes légales de circulation. Sinon, c'est effrayant, quoi. Alors, les jeunes, Erasmus des associations, nous on les connaît, on a 5000 ONG dans la Fondation Annaline, 5000. Hein. Bon. Donc ces jeunes-là, eh ben, qu'est-ce que vous voulez, ils se tournent vers nous. Alors ne les oublions pas. Merci beaucoup. Cédric, moi j'aimerais revenir avec toi, si tu le veux bien, sur l'éducation, sur comment arriver à, dès le plus jeune âge, arriver à sensibiliser, à réinventer. En fait, on parlait d'une narration, d'un discours, mais ça passe aussi par les programmes scolaires. Finalement, en fait, à donner le sens de l'Europe dans les programmes de l'éducation. Oui. Et je vais commencer en disant tout de suite que on surestime toujours, en France et ailleurs, l'importance des programmes. Il faut y penser, mais l'éducation, c'est des programmes, certes, des méthodes d'éducation, certes. Encore plus importants sont des enseignants motivés et tout aussi importants, les processus humains entre les. Ouais, je suis un peu enroué, j'ai passé beaucoup d'heures à faire des conférences cette semaine avec des jeunes et des moins jeunes. C'est bon, tout le monde m'entend? Ouais, super. Alors, l'éducation, c'est un processus dans lequel toute la société est impliquée. Et ce qui est le plus, pour parler juste de la France, l'éducation est en crise depuis un certain temps. Le problème majeur n'est ni les programmes, ni les statuts, ni les questions financières ou salariales, même si c'est important aussi. Le problème majeur, c'est la perte de confiance des différents acteurs, les uns par rapport aux autres, y compris les élèves et les enseignants. Les élèves, les enseignants, les parents. Et c'est une question délicate que de mettre en place tout l'environnement culturel, social, pour que l'éducation se passe bien. Cela étant, c'est une équation fondamentale à une époque où l'éducation n'a peut-être jamais valu aussi cher. Comme on sait bien, maintenant, on a une situation sociale, politique, économique dans laquelle des enjeux fondamentaux dépendent de questions scientifiques pointues, dépendent de questions qui sont au cœur de la recherche, de l'éducation, et la situation où on voit, par exemple, les géants, soit américains, soit chinois en train d'émerger, qui se bâtissent sur des questions algorithmiques, numériques. On a un représentant ici, on les aime beaucoup, mais c'est bien aussi qu'émergent de tels champions au niveau européen. Et il ne faut pas s'arrêter juste à l'échelle des géants, à tous les niveaux, c'est quelque chose d'important pour la santé de l'Europe et son rôle dans le futur. Rappelons, puisqu'on parle souvent de la Seconde Guerre mondiale comme d'un élément fondateur pour la volonté européenne de s'unir, de se mettre en place, c'est bon de rappeler au plan symbolique aussi que la Seconde Guerre mondiale est la première qui a été gagnée de manière aussi importante sur la base des sciences, et que, en particulier, sans les mathématiciens polonais et anglais, le déroulé aurait pu être complètement différent. C'est une révolution symbolique de ce que ce nouvel ordre qui allait arriver, ça allait être un ordre où les questions d'information, les questions de concepts allaient peser de plus en plus lourd, et le début de la société de l'information, économie de l'information, dans laquelle nous vivons maintenant. Aujourd'hui que les biotechnologies et l'informatique se mettent en place, mettent en place une alliance d'une puissance qu'on devine à peine, les enjeux sont encore plus puissants maintenant. Alors, la matière grise, pour toutes ces raisons, c'est encore plus important que jamais. Et puis, il n'y a pas seulement que les questions économiques, il n'y a pas seulement les questions européennes, il y a les questions mondiales, les questions de surpopulation dans certains continents, les questions écologiques, des questions qui nous affecteront aussi
tout le monde est d'accord qu'à la fin des fins, c'est une question d'éducation pour résoudre tout ça. C'est pas seulement les scientifiques ou les autres qui le disent. Je me souviens d'un groupe de travail qu'on avait organisé avec des jeunes étudiants africains. Ça se passait à Mbour, au Sénégal, dans le cadre de l'Institut des mathématiques africains, une organisation panafricaine dans laquelle j'enseigne tous les ans, et sur la requête d'un cinéaste qui voulait faire un sujet sur moi et qui m'avait posé la question « Comment sauver le monde ?» J'avais décidé de soumettre la question à ces jeunes Africains, grand débat, beaucoup de joie, d'animation. La conclusion de la fin, c'était que c'était l'éducation qui allait sauver le monde, que l'éducation était une affaire extrêmement compliquée et que l'éducation prenait extrêmement longtemps. Alors, est-ce que l'éducation peut sauver l'Europe ? Et l'éducation peut sauver l'Europe, on espère. Alors, premièrement, rien n'est acquis en éducation, ça a été très bien dit tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est dans une génération où l'Europe est beaucoup moins divisée qu'avant qu'il faut pas éduquer sur ce sujet-là. Sur le numérique, d'ailleurs, c'est exactement pareil. Il ne faut pas croire, comme on le fait souvent, que la génération actuelle, elle est spontanément éduquée au numérique parce qu'elle a grandi dedans. On peut argumenter que c'est le contraire. Je vois Nicolas qui est d'accord. Elle a oublié comme c'est compliqué parce que contrairement à nos générations un peu plus âgées, elle n'a pas eu à se battre avec la technologie pour faire marcher ces outils dans des contextes chaotiques. Et ça demande une éducation active. Il y a plein de sujets comme ça, on croit qu'ils sont acquis, il faut éduquer activement. Et puis, l'autre point, c'est que l'éducation, ta question c'est est-ce que ça va sauver l'Europe, une des raisons pour lesquelles ça peut sauver l'Europe, c'est que l'éducation, c'est un sujet que tout le monde aime. Éducation, recherche, quand c'est bien fait, quand il y a une adhésion, les jeunes sont prêts à s'engager là-dedans. Parce que ça veut dire, il s'agit de parler du futur, il s'agit de parler de développer ses capacités propres, découvrir de nouvelles choses, et tout le monde aime la découverte. Alors il y a un bémol, et c'est très important, et ça a été très bien dit chez Johanna, éducation à condition qu'on ait les moyens après de mettre en pratique, ça veut dire entrer dans la vie active, après sa période d'éducation, et pouvoir exercer un métier où on continue à se former, à s'exercer, à progresser. Je vais prendre une analogie. On parlait de la Suisse comme d'un pays dans lequel la question européenne est considérable, même s'il n'est pas dans l'Union européenne. Ouais, sauf qu'au début, on espérait bien qu'il y serait. Et ce qui est resté en Suisse, qui est l'une des plus grandes réussites de la science mondiale, c'est le CERN. Le CERN, au début, est né d'une volonté scientifique et politique fédéraliste. Projet fédéraliste européen du côté suisse, il a été abandonné parce que les questions politiques étaient trop compliquées et qu'on ne voulait pas trop entendre parler. Le projet scientifique est resté et c'est une très grande fierté pour la Suisse, pour le monde. Ces questions-là, qui sont des questions où on progresse, où on apprend, on est heureux, fier d'y participer et ça intéresse tout le monde. L'adhésion est énorme. Rien que cette semaine, j'ai fait 2 conférences à la Maison des Métallos pour tout public où je leur parlais de recherche et de mathématiques. 2 fois, la salle était comble, salle à peu près aussi, salle plus grande que celle-ci. Une conférence devant des jeunes, 3e cycle, CM1, CM2, 6e. Les gamins sont restés assis 2 heures et ils posaient des questions à plus savoir qu'en faire. La salle était plus grande qu'ici. Une conférence devant des jeunes retraités, l'Université pour tous à Saint-Étienne. On posait des questions, on ne pouvait pas les arrêter. La salle était plus grande qu'ici. Ce sont des questions qui motivent les gens. Le besoin d'apprendre est fondamental et c'est là-dessus qu'on peut accrocher les gens. Erasmus, c'est un projet que les gens aiment, ceux qui ont la chance, trop peu nombreux c'est vrai, beaucoup trop peu nombreux qui ont la chance d'y participer, ils sont heureux parce qu'ils apprennent, ils découvrent, ils s'initient à l'Europe sans même en avoir conscience. Et après, quand on leur demande, ce projet Europe pour eux, c'est comme une évidence, la seule chose c'est d'arriver à les convaincre de s'engager au plan politique là-dessus, parce que c'est beaucoup plus facile de s'engager sur des questions, sur des projets auxquels on a participé, des questions de découverte, que pour une construction politique. Merci beaucoup, Cédric. Très inspirant. J'aimerais maintenant passer la parole à Nicolas Petit, donc, qui est directeur général de Microsoft France.
notamment pour l'interroger sur le rapport en fait des jeunes avec les nouvelles technologies, et notamment en fait, est-ce que tu considères que les nouvelles technologies peuvent être aussi un moyen d'expression politique significatif qui peut être mis à disposition en fait des jeunes et qui peut aussi contribuer au renouvellement d'un projet politique et en particulier d'un projet politique européen? Alors, vaste question. Je vais essayer de commencer par deux anecdotes assez récentes qui moi, m'ont très profondément interrogé sur le rapport de la jeunesse à la politique. Alors, il paraît que je suis jeune, mais je ne me considère pas comme jeune, c'est fini. J'ai dépassé les 40 ans et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions de la part de gens qui ont 22, 23, 24 ans, qui sont effectivement l'incarnation de cette jeunesse. La semaine dernière, comme j'essaie de le faire régulièrement, j'ai passé 1h30 avec des stagiaires chez nous. C'était extrêmement intéressant. Donc des stagiaires en apprentissage pour la plupart. Donc on va dire modèle extrêmement vertueux, modèle qui normalement favorise, prépare à l'emploi. Le premier commentaire pour commencer le petit déjeuner, c'était on est en train de finir notre stage et aller dans 3-6 mois, ça sera le chômage. J'étais un peu interloqué par la position. Ce sont quand même des gens qui sont en stage dans la 3e capitalisation boursière mondiale, qui ont plutôt fait des études, qui sont plutôt favorisés et inclus. Et la réponse c'est, le stage est une parenthèse enchantée, on a appris plein de choses, mais demain, on sait que ça va être plus compliqué. Bon, c'est un peu déprimant. Et puis je vais prendre l'excès presque inverse. Il y a quelques années a été créée une initiative qui s'appelle la Web Academy, qu'on a eu l'initiative de porter sur les fonds baptismaux avec pas mal d'autres acteurs. Et juste pour raconter l'anecdote de la Web Academy. Une jeune fille qui avait quitté l'école donc à la fin de sa 3e à 15 ans, pour tout un tas de raisons familiales, diverses et variées. À 15 ans, on lui dit, en fait, le seul avenir pour toi aujourd'hui, c'est de faire un CAP coiffure. Alors, j'ai rien contre les CAP coiffure, du tout, mais c'est ce qu'on lui propose. Ça l'intéresse absolument pas, du tout. Et donc, elle se retrouve là-dedans, dans une filière qui lui convient absolument pas. Jusqu'à ce que l'initiative de la Web Academy voit le jour, et qu'un ami lui dit, j'ai vu sur Internet un truc, toi qui aimes bien bidouiller les ordinateurs, machin, etc., peut-être que c'est bien pour toi. Elle rentre à la Web Academy, première promotion, donc c'est une école qui prend les étudiants sans le bac pour leur apprendre finalement le code, des choses relativement pratiques et pragmatiques, dans le monde qui vient, dans un monde de plus en plus numérique et de plus en plus algorithmique, comme le dit Cédric. Elle a réussi, ça l'intéresse, ça fait un stage chez nous, puis ayant fait un stage chez nous par effet de réseau, elle se retrouve à faire un stage chez Ubisoft par la suite, donc grand développeur français de jeux vidéo. Et aujourd'hui, elle est passée donc d'un potentiel CAP coiffure qui lui plaisait pas, indépendamment du métier, ça lui plaisait absolument pas, à se retrouver à développer les jeux d'Ubisoft à Vancouver au Canada sur la 3D. Une rencontre sur le web fortuite qui a permis un changement de trajectoire quand même assez impressionnant. Donc ça c'est bien, c'est une belle histoire. Combien il y a de belles histoires comme ça ? Je sais pas. Le problème, c'est qu'en vérité aujourd'hui on vit dans un monde numérique, sauf que la réalité, c'est que ce qui détermine, ce qui était vrai pour nos stagiaires aujourd'hui, mais ce qui était vrai aussi pour les gens, les étudiants de la Web Academy, c'est que ça dépend finalement de la rencontre et de la mise en réseau. Et donc d'une certaine matière, si vous connaissez une autre initiative qui s'appelle Nos quartiers ont des talents, ce qui fait que si vous venez, comme on dit entre guillemets, des banlieues, moi je viens des banlieues en l'occurrence, et que vous vous retrouvez à postuler N fois à un CV, envoyer votre CV et vous prendre non, 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 non et non, vous avez la chance d'avoir un parrain dans Nos quartiers ont du talent, et je vous promets, en 6 semaines à 2 mois, c'est oui. Pourquoi ? L'ouverture du réseau professionnel de chaque personne. Donc, d'une certaine manière, oui, le numérique a un rôle fondamental à jouer sur ce terrain-là, mais pas que. Je ne crois pas au solutionnisme numérique. Pour ceux qui ont lu le livre de Morozov, je vous renvoie des thèses extrêmement intéressantes. Il n'y a pas de solutionnisme numérique. Le numérique est un formidable accélérateur potentiel de mobilisation et d'ouverture des réseaux, lorsqu'on parle d'emploi. Si on regarde aujourd'hui les plateformes numériques qui existent, donc des choses comme Change.org ou Avaz, c'est toujours extrêmement interrogeant pour moi de voir qu'il y a eu 3,3 millions, j'ai vérifié les chiffres juste avant de rentrer dans la conférence, 3,3 millions d'Européens qui sont mobilisés pour sauver les abeilles en Europe. Regardez sur Avaz, 3,3 millions d'Européens. Pourquoi ?
guerre aux pesticides, véritable rôle d'ailleurs auprès de l'Union européenne d'un côté et d'ailleurs du gouvernement américain de l'autre, parce qu'il y a l'équivalence sur le territoire américain, d'une mobilisation citoyenne très largement peuplée par les jeunes, contrairement à l'absence totale de participation aux élections européennes. Donc vraiment une mobilisation par la plateforme pour un sujet prosaïque de sauver les abeilles. Alors vous allez me dire, c'est facile de cliquer sur une plateforme pour dire oui, je soutiens, je me fais plaisir, ça coûte pas cher. Sauf que la réalité, il y a quand même un processus citoyen qui est à l'œuvre derrière. Il y a un processus de mobilisation peer-to-peer qui est fait par effet de recommandation au sein des communautés de jeunes, en l'occurrence en Europe, indépendamment des nations, indépendamment des nationalités en l'occurrence, pour arriver à ce résultat-là. Aujourd'hui, ce terrain-là, il est complètement déserté par le champ politique. C'est-à-dire que ces plateformes sont vues comme étant des gadgets, alors que ce sont de fantastiques opportunités de mobilisation. La jeunesse n'est pas un problème, c'est une fantastique opportunité. La jeunesse européenne est une fantastique opportunité. Il y a aujourd'hui plus de start-up par personne en Europe qu'aux États-Unis. Si je vous demande à la salle qui est la première start-up la mieux financée en Allemagne, je doute que quelqu'un sache répondre. En France, c'est Blablacar. Quel est l'équivalent en Allemagne? C'est comme le voisin d'à côté, hein, c'est de l'autre côté du Rhin. Je pense que personne ne sait. Qui? Non, c'est pas Rocket Internet, mais c'est Rocket Internet, un incubateur de start-up. C'est Delivery Hero, qui est une start-up qui fait du delivery, donc de la livraison point à point. Qui est un peu l'équivalent de Deliveroo, si vous connaissez en Angleterre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait même pas qui, dans cet univers numérique futur, il n'y a pas cette acculturation. Je crois profondément que des plateformes qui existent et qui se structurent, des plateformes de financement participatif comme Ulule, qui était fondée par des Français par exemple, sont des fantastiques opportunités pour mener ça à bien. Maintenant, comme le disait Cédric, c'est pas parce que la génération soi-disant Y ou Z baigne dans le numérique, qu'elle connaît les pratiques du numérique. Moi, ce qui m'a profondément aussi choqué au sens strict du terme, c'est que lorsqu'on a passé du temps avec les jeunes qui sont dans nos quartiers ont du talent et qui n'ont pas l'opportunité d'avoir un réseau professionnel structuré, la première chose sur laquelle on a un impact à titre personnel, c'est écrire un CV. Ça semble évident, écrire un CV à l'âge des réseaux sociaux. Pas du tout. C'est une chose de consommer Facebook et de consommer YouTube. C'est une autre chose de comprendre les mécanismes qui font que vous pouvez en tirer parti. Et donc cette éducation, effectivement, au numérique, c'est pas uniquement apprendre le code comme langue vivante 2. Oui, il faut le faire. L'Angleterre le fait de manière assez institutionnelle aujourd'hui. C'est très bien. Et je pense qu'on a tout intérêt à faire ça au niveau européen en tant que tel. Mais véritablement reconstruire finalement une citoyenneté numérique européenne aujourd'hui, avoir un passeport numérique européen aussi, notamment pour la génération qui vient, ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles il y a un silence finalement assez assourdissant des institutions sur ce terrain-là, voire une défiance, parce que ce sont des mécanismes de démocratie directe aussi, qui nécessitent une nouvelle pratique des outils et qui nécessitent aussi d'en tirer parti. Et je terminerai par un dernier exemple. Aujourd'hui, qui d'un point de vue finalement politique, prend le temps de connecter avec la jeunesse européenne en utilisant des vecteurs qui leur parlent, ou sur lesquels on peut effectivement interagir, que ce soit YouTube, que ce soit Skype, que ce soit peu importe la technologie. C'est une vraie interrogation. Quand on regarde, quasiment personne. Alors, justement, sur la citoyenneté numérique, Elisabeth Guigou, est-ce que vous pensez en fait que c'est est-ce qu'il faut arriver à plus ou mieux, ou comment mieux le prendre en compte dans l'élaboration en fait des politiques nationales? Comment est-ce que justement on pourrait arriver à faire mieux entendre la voix des citoyens, notamment les jeunes, via les outils numériques, et à arriver à les retranscrire dans des implications politiques? D'abord, c'est absolument essentiel, je suis vraiment très heureuse que vous ayez abordé ça, pour la mobilisation citoyenne. Aujourd'hui, les politiques ne peuvent plus se passer du travail avec la société civile, c'est pas possible. On peut plus faire des lois comme ça qu'on voit arriver à l'Assemblée nationale sans qu'il y ait eu le moindre débat auparavant. Bon. Moi qui ai toujours eu une activité associative à côté de mon engagement politique, qui est bien connu, ça me sidère encore. Bon. Donc, je vais vous dire, spécialement sur le numérique, comment je pense qu'on peut agir concrètement. Dans la fondation Annaline pour le dialogue des cultures, on est évidemment très interpellés, à la fois par des jeunes de chez nous et des jeunes de l'autre côté de la Méditerranée, sur les phénomènes de radicalisation.
Alors, il y a des tas, ça, aujourd'hui, tous les politiques vont vous dire, il faut agir contre la radicalisation, à juste titre. Bon. Mais, il y a des dispositifs qui sont très intéressants et très utiles pour aider les familles, pour faire en sorte que les jeunes qui se sont laissés prendre, puissent avoir une écoute, puissent être réinsérés quand ils sont allés faire le djihad, puissent quand ils sortent de prison, etc. Sauf que c'est des dispositifs institutionnels et que ça se situe, on manque quelque chose, c'est ce qui se situe tout à fait en amont quand un jeune commence sur le web, à 80%, la radicalisation, c'est pas dans les mosquées, enfin, un peu, mais de moins en moins, sur le web, à se dire, tiens, parce qu'il est dans le mal-être, parce que ceci, pour toutes sortes de raisons. Bon. Et donc, dans la Fondation, nous nous sommes dit, on a un partenariat avec Facebook, qui est en train de se mettre en place, pour que des jeunes parlent à d'autres jeunes, qu'on leur donne, nous, des outils à la fois matériels, puis intellectuels aussi, sur qu'est-ce que c'est que ces phénomènes, pourquoi on les abuse, mais qu'après, ce soit des jeunes qui parlent avec leurs mots, avec leurs idées. Et c'est ça qu'il faut arriver à développer, vous voyez. Donc, moi, je pense, je vais vous dire, il faut faire très attention de ne pas opposer politique et société civile. Je pense que les deux se complètent. Je pense qu'il y a trop ces réflexes du côté des politiques d'avoir de la défiance vis-à-vis de la société civile et du côté de la société civile d'avoir de la défiance vis-à-vis du politique. Donc ça, c'est une réconciliation à laquelle nous devrions tous nous attacher. Et merci de m'avoir invité, par parenthèse. Et puis, je vais vous dire un dernier mot sur Erasmus. Si on veut généraliser Erasmus, bien sûr, il y a le budget. Mais moi, ce que j'observe, c'est que on a harmonisé les diplômes au sein de l'Union européenne. Très bien. Sauf que pour avoir un master en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, il faut un nombre de crédits. Et les crédits ne sont pas harmonisés. Et quand les universités ne travaillent pas suffisamment entre elles pour harmoniser la définition des crédits qui permettent d'avoir un diplôme de licence, un diplôme de master, il ne se passe rien. Et c'est comme ça que même si on avait le meilleur budget, ce qui n'est pas le cas, de toute façon on buterait sur cette difficulté-là. Donc, moi j'avais dit d'ailleurs aux élèves de l'école polytechnique où je parlais de ça il y a un mois, j'aurais dit, mais il y a beaucoup d'étudiants ici, pourquoi pas lancer un programme de recherche pour voir comment mobiliser les universités là-dessus? Vous voyez? C'est ça, c'est des choses comme ça, me semble-t-il. Bon, ça résoudra pas l'ensemble du désamour qu'on éprouve à l'égard des institutions européennes, mais quand même, permettrait peut-être de faire un petit peu de progrès. Merci beaucoup, Elisabeth. Avant de conclure, j'aimerais juste repasser la parole à Johanna, notamment sur la question en fait, de propositions concrètes que tu aurais sur justement arriver, pour faire la suite avec ce que disait Elisabeth Guégou, comment réconcilier les jeunes avec la politique, comment réconcilier la société civile avec les politiques. Et après, on conclura avec Lionel. Thank you very much. Just to start, of course, we should not make a divide between the political representatives of politics and civil society because we are interlinked. But I also think we have to recognize that we have different roles in the democratic system. And at least as a representative for young people today in Europe, it's our obligation to also sometimes ask the difficult questions from the political system, because that is the only way of really creating the change that needs to happen in order for young people to be re-linked into politics. So the question of how to make young people participate more. One, take the decisions that will make our lives better. Show that this is a society not only for the people over 50, but really a society for all people living in the European countries. Two, politicians, decision makers, and other people with power, with influence in society, really listening to us. Not only having speeches to us, but having a dialogue with us and taking on board the suggestions, the ideas, the feelings of our generation, because right now we're seeing a very big mismatch. The number of conferences and rooms where young people are discussed without the young people present
or even more so, the young people actually speaking up, it's devastating when you really look at the reality. 3, make sure that there are more young people in decision-making positions. Right now, we have quite a lot of young people running for positions, for example, to be elected into parliament, but we also know the very crude reality, and that is that they get places on the lists that makes their chances really small, or they don't get the proper funding to actually be elected into the parliament. So make an effort in trying to get young people into those decision-making positions, because of course it's not always a question of age. I can identify very well with a politician who's older but shares my beliefs or my convictions, but many times it's easier to understand the generation that you're coming from yourself. And I think if we start with those 3 things, we will have an amazing European future. Thank you so much, Johanna. Merci Elisabeth, qui doit nous quitter rapidement. Merci beaucoup de votre participation. Lionel, j'aimerais en fait terminer avec toi sur cette table ronde. Tu as parlé en fait des mots de l'Europe. Quels seraient selon toi les nouveaux mots MOTS qui pourraient servir de nouvelles narrations à l'Europe aujourd'hui en fait pour parler d'Europe moderne, pour parler d'Europe aux jeunes? On a vu que les thématiques en fait de prospérité, de démocratie, de paix étaient des choses qui ne touchaient plus de la même manière. Quels sont aujourd'hui selon toi les mots en fait que l'on devrait utiliser? Je sais pas, je sais en tout cas que dans la fiction qu'il faut créer, et encore une fois je dis fiction dans un terme positif, c'est-à-dire dans la fiction, c'est-à-dire ce qu'on invente de toutes parts, le mythe qu'il faut construire ensemble, il y a quelque chose, en tout cas je trouve qu'il y a à dire autour de la notion de régionalisme, par exemple. C'est quelque chose auquel, en fait, étonnamment, des générations qui sont arrivées après la mienne, moi j'ai aussi 40 ans, sont très attachées. C'est-à-dire que pour moi, l'idée de mondialisation, c'est plutôt vu comme quelque chose d'assez positif. En fait, l'ouverture des frontières, tout ça, la mise en commun, c'était des valeurs qui ont porté et du coup, qui m'ont construite. Et j'ai l'impression que quand je discute avec des gens de 20 ans, aujourd'hui, étonnamment, ils en ont très très peu alors qu'ils la vivent et ils en font partie complètement. Et j'ai l'impression qu'une valeur à laquelle ils s'attachent beaucoup, vous avez parlé, c'est amusant tout à l'heure, du fait que la protection des abeilles a récolté des grands suffrages sur un engagement concret des gens. J'ai l'impression que le microscopique, ce qui est petit, le local est très important. Or, l'Europe, on a souvent tendance à la présenter comme une organisation supranationale, énorme, internationaliste, mondialisée, qui fait très très peur à tous ces gens qui ont 20 ou 25 ans. Il y a des gens beaucoup plus âgés d'ailleurs aussi, et puis il y a des gens de ma génération également. Or, j'ai l'impression qu'à l'époque de la mondialisation, l'Europe, c'est la région. C'est notre région à nous, en fait. Quand on parle de régionalisme, la défense du territoire, de la région, pour moi, ma région, c'est l'Europe, concrètement. J'étais à Montréal hier avec des étudiants pour un échange, et dans le fond, ils se rendaient bien compte qu'à un moment donné, il y avait des étudiants européens et puis des étudiants nord-américains. C'était une rencontre des écoles de cinéma nord-américaines à laquelle l'école dans laquelle j'enseigne était invitée. Et du coup, je me rendais bien compte que les Européens entre eux, très vite, ils disaient « chez nous ». Comment ça fonctionne chez nous, de façon presque automatique. En oubliant qu'Erasmus, que le système de Bologne, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais ça a unifié quelque chose que moi, j'aurais pas pu dire. À l'époque, quand j'avais leur âge, j'aurais pas pu dire chez nous, parce que tous les systèmes étaient différents, parce que c'était très compliqué de passer d'un pays à l'autre pour étudier. Je voyais tous ces Européens qui disaient chez nous, et qui disaient en Europe ça fonctionne comme ça, et voilà le modèle nord-américain. Mais en fait c'était pour eux tellement évident qu'il n'y avait pas besoin de le dire. Comme vous parliez de la difficulté, en fait la difficulté d'accéder au monde numérique leur est pas du tout présente parce qu'ils n'ont pas eu cette difficulté-là. Ils n'ont pas eu la difficulté de l'Europe, donc elle ne leur semble pas difficile en fait à obtenir. Comme dans le fond les gens ne pensent que piquer pendre de la démocratie parce qu'ils sont nés dedans et qu'ils ont oublié qu'en fait elle se gagne, qu'elle se protège et qu'elle se construit. Donc j'ai l'impression que dans cette fiction européenne à construire, l'idée de la région, de l'Europe comme une région, elle est fondamentale parce qu'elle parlera en fait à cette génération. Mais je crois surtout aussi qu'il ne faut pas réduire en fait dans le fond, je crois que vous l'avez très bien dit, il ne faut pas réduire les jeunes Européens à des questions qui concerneraient les jeunes. Les jeunes Européens s'intéressent à toutes les questions de société, les questions de retraite aussi, les questions de maternité, même s'ils n'ont pas encore d'enfants, de parité des genres, etc. Donc je crois qu'il faut absolument pas les caricaturer et les mettre à un endroit en disant voilà, on demande aux jeunes de répondre aux questions qui concernent la jeunesse. C'est faux en fait. L'Europe doit rester une question jeune. Et Fritz Lang disait que le cinéma était l'art des jeunes gens. J'espère imaginer que l'Europe sera toujours l'affaire des jeunes gens. Je crois que c'est une excellente façon de conclure cette table ronde.
Un grand merci à tous pour avoir participé et avoir contribué à cette réflexion. Je vous remercie aussi, désolé de ne pas avoir pu vous passer la parole, mais on était un peu contraints par le temps. Nous allons maintenant en fait s'orienter vers la pause déjeuner, donc de midi à 13h, et on va redémarrer la 3e table ronde à 13h, ici même. Merci à tous pour votre participation.